Bonjour à tous et toutes. Bienvenue à Savoir, Université Laurentienne à votre portée. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nous aujourd'hui. Un beau jeudi, dépendant de la région que vous êtes dans la province ou même à Canada. Moi, je m'appelle Roch Ouillet. Je travaille spécifiquement au bureau de liaison Université Laurentienne à Sudbury, en Ontario. J'entends plusieurs personnes nous joindre, donc c'est parfait. Ça me fait plaisir d'être avec vous pour la prochaine heure. De 3 à 4 fois par semaine jusqu'à la fin du mois de juin. Nos professeurs vous proposent un thème, puis ils vont vraiment commencer une discussion de cela. Il y a quelque chose vraiment pour tout le monde, que ce soit les trous noirs, peut-être les carrières en santé, le Super Bowl ou bien d'autres encore. Mais aujourd'hui, avec notre thème, ça va être vraiment intéressant. Mais avant qu'on commence avec cela, j'aimerais vous mentionner quelques petites choses. Il y aura une période de questions qui va se dérouler vers midi 40, midi 45, il n'y a pas un temps spécifique, on va vraiment attendre la présentation. Mais alors, n'hésitez pas à les poser à ce temps-là. Vous pouvez toujours engager puis converser aussi entre-temps. Donc, c'est là qu'on vous encourage à faire cela sur la boîte qui est disponible à Zoom. Donc, c'est là, nous aimerions aussi reconnaître le traité de Robson-Huron 1850. Sachant cela, c'est aussi de reconnaître que l'Université Laurentienne se situe sur les terres de promenation Atikomashing-Anishinaabe, ainsi que la grande ville de Sudbury, que j'avais mentionné avant. L'Université Laurentienne consiste de cela, puis cela comprend également les terres de promenation Wahnpitee. Donc, écrivez-vous dans les commentaires aussi de quelle ville et quelle année que vous êtes. On aimerait vraiment savoir c'est qui est dans la session aujourd'hui, donc on aimerait engager avec vous pour le moment. J'aimerais aussi noter que ce webinaire est enregistré pour ceux qui aimeraient revoir les informations partagées, mais aussi pour ceux qui ne pourraient pas nous joindre aujourd'hui en direct. Mais finalement, on vient à l'introduction que je voulais faire. Donc, c'est là, j'ai le plaisir à vous présenter le professeur Mélanie Perron. Madame Perron est un professeur au département de psychologie à l'Université Laurentienne. Elle s'intéresse aux expressions et la reconnaissance des expressions faciales, ainsi que les émotions qui retouchent vraiment à le sujet d'aujourd'hui. Donc, c'est là, Madame Perron, je vous donne la parole. Vous avez bien. Merci beaucoup, Roch. Oui, c'est ça, je suis professeure au département de psychologie. Moi, je m'intéresse principalement aux émotions depuis vraiment plusieurs années. Durant mes études à l'université, je me suis intéressée à la compréhension des émotions chez les enfants, aussi beaucoup au comportement non verbal, comment on reconnaît les émotions sur le visage des gens, par exemple. Et là, ça fait 13 ans que je suis professeure à la Laurentienne et je continue évidemment à m'intéresser aux émotions. Puis en raison de ce qui se passe en ce moment, en raison du contexte de la pandémie, vraiment, c'était un thème qui a suscité vraiment beaucoup de questions. J'ai été sollicitée de part et d'autre pour justement là, comment expliquer les émotions aux enfants, parce que je m'intéresse beaucoup aux enfants. Puis en parlant avec différentes personnes, on se rend compte que la pandémie de la COVID-19 vient nous toucher d'une façon ou d'une autre. Ça vient bouleverser nos vies. Puis ça peut probablement nous stresser aussi pour plusieurs raisons. Ça peut nous provoquer différentes émotions. Donc, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui. De façon plus particulière, je voulais aborder justement c'est quoi, comment c'est susceptible de nous affecter, plus particulièrement en lien avec les émotions et le stress. Donc, dans la présentation que je vais vous faire aujourd'hui, je vais vous parler du stress. C'est quoi le stress? C'est quoi des émotions? Comment on les reconnaît? Puis aussi, évidemment, je veux terminer avec comment on peut essayer de les gérer du mieux possible. Puis tout ça d'une façon qui est orientée un petit peu plus vers la pandémie actuelle, parce que c'est des questions c'est un phénomène mondial qui vient nous toucher sur le plan psychologique, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan familial. Il y a plein de sphères de nos vies qui sont affectées par ça. Ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est d'expliquer pourquoi
ça nous affecte autant dans nos vies pour différentes raisons. Donc, c'est ça. Durant la présentation, je vais partager mon écran. J'ai préparé des diapositives pour justement bien illustrer les concepts. Il y aura des petites questions aussi que je vais vous poser. Durant la présentation en tant que telle, vous pouvez, avec la fenêtre Zoom, écrire vos réponses avec la fonction converser, là, donc que vous voyez à la droite de votre écran. Donc, je pourrais voir vos réponses en simultané puis pouvoir y réagir. Donc, je vais vous partager, je vais commencer à partager mon écran. Parfait. Est-ce que c'est possible de voir mon écran en ce moment? Non. Non, partager l'écran. OK. Pas encore non plus. Je vais recommencer. Est-ce que c'est possible de voir maintenant? Oui. OK, parfait. Alors, donc, le titre de ma présentation, je l'ai intitulé « Les émotions et le stress durant la pandémie de la COVID-19 ». Alors, je vais commencer par vous présenter cette image-là. Je ne sais pas qu'est-ce que ça vous provoque comme réaction. En fait, c'est une image que j'utilise dans mon cours de psychologie positive que j'enseigne à ceux qui suivent mon cours au baccalauréat, en 4e année du bac, en fait. Puis, je l'utilise pour illustrer comment parfois il y a des obstacles qui viennent entraver notre chemin. Et je pense que l'image est bien choisie dans le contexte de la pandémie parce qu'ici, on voit vraiment un gros rocher qui vient de tomber sur la route. Peut-être qu'on a l'impression de vivre la pandémie un peu de cette façon-là, une espèce de gros rocher qui vient de s'abattre un peu devant nous, qui vient bouleverser toute notre vie. En psychologie, on va s'intéresser à comment les gens réagissent à ce genre de phénomène-là. Puis, on va aussi regarder qu'est-ce qui nous aide à passer au travers. Il y a certaines personnes qui vont s'en sortir mieux que d'autres. Il y a d'autres personnes qui vont avoir des difficultés pour différentes raisons. Alors, et chaque personne va vivre cette pandémie-là à sa façon. Comme je le disais, il y en a qui vont trouver ça vraiment plus difficile que d'autres. Puis on va essayer de comprendre pourquoi. Puis ce genre d'événement-là, une pandémie comme ça à grande échelle, qui vient bouleverser nos activités au quotidien, c'est susceptible de générer du stress. De différentes façons, pour différentes raisons, là, évidemment. Puis c'est ça qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. Donc, pourquoi cet événement-là est stressant? On va aussi essayer de comprendre dans une deuxième partie, puis je vous avais fait. Puis justement, juste avant d'arriver au plan de la présentation, donc oui, la pandémie en tant que telle, la question du virus qui se propage, mais donc on a été tous affectés, puis on l'est encore à ce moment-ci en raison du confinement dans lequel on a été dans les dernières semaines. Et puis là, on commence à parler de déconfinement, mais dans les deux cas, on parle de changements importants qui vont toucher plusieurs aspects de nos vies, donc que ce soit en lien avec la santé, notre vie scolaire, le travail. Vous le savez, vous avez dû arrêter d'aller à l'école depuis le mois de mars. Il y a beaucoup de gens qui, malheureusement, ont perdu leur travail ou qui ont dû s'adapter pour travailler à la maison. Ça a touché notre vie sociale aussi. On ne peut plus voir nos amis, nos familles. C'est vraiment
vraiment différent du quotidien dont on a l'habitude. Dans plusieurs cas aussi, ça a perturbé nos activités, nos loisirs. Hein? Est-ce qu'on était habitué d'aller s'entraîner au gym à tous les jours? Est-ce qu'on sortait avec nos amis les fins de semaine? Comme par exemple, juste dans le cas de ma fille qui était habituée de suivre des cours de danse, d'aller à des compétitions, mais tout ça s'est arrêté subitement. Puis, bon, plusieurs vont souffrir du point de vue financier aussi. Si on perd son emploi, hein, ça veut dire qu'on peut avoir des difficultés financières. L'organisation familiale aussi, donc du jour au lendemain, hein, peut-être que là, on se retrouve à travailler puis à étudier tous ensemble dans la maison. Donc, on n'est plus en salle de classe, on n'est plus à notre milieu de travail. Donc, comment on fait pour s'aménager, par exemple, un temps dans la journée pour travailler, pour être tranquille, pour faire ses devoirs? Alors, ça aussi, hein, c'est différent. Puis nos habitudes aussi, peut-être, bon, évidemment, bon, si on est confiné à la maison, hein, on a perdu notre routine qu'on avait de se lever le matin, déjeuner, aller à l'école, aller faire ses choses, revenir. Donc, on avait un horaire, pour la plupart, assez bien établi, une espèce de routine, mais encore là, cette routine-là est bouleversée parce que là, on est à la maison. Je vais en parler de ça tantôt dans les stratégies d'adaptation, comment la routine peut être importante. Alors, donc, peut-être que là, en ce moment, on se couche plus tard, on se lève plus tard aussi, on ne mange pas aux mêmes heures que d'habitude, on dort plus ou moins bien. Alors, donc, tout ça, en fait, donc c'est une liste d'exemples dérangements, si je peux dire, qui sont arrivés dans nos vies, hein, qui nous ont bouleversés de différentes façons. Alors, si on se sent stressé, si on se sent émotionnel, alors comme psychologue, hein, je vous dirais que c'est tout à fait normal de se sentir comme ça, parce qu'ici, on a beaucoup de changements qui se passent en même temps. Alors, ici, donc, ce dont j'aimerais vous parler, c'est c'est quoi le stress en tant que tel? Qu'est-ce qu'on peut qualifier comme étant stressant? Comment reconnaître aussi le stress? Parce que des fois, on peut être stressé, mais ce n'est pas écrit en noir et blanc dans notre front que, OK, là, on ressent tel niveau de stress. Parfois, les signes du stress sont difficiles à reconnaître. Puis les émotions aussi. Des fois, on ne sait pas exactement comment on se sent. On ne se sent pas bien, mais on ne sait pas exactement pourquoi. Alors, le fait de s'arrêter, de nommer comment on se sent, donc ça va faire partie des stratégies que je vais vous proposer à la fin. Puis, qu'est-ce que le stress? Donc, comment reconnaître le stress? C'est aussi sur le plan physique. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps sur le plan biologique quand on est stressé? Donc, ça aussi, je vais vous expliquer ça, puis comment ça peut se manifester en différents symptômes. Puis évidemment, c'est peut-être la partie qui va nous intéresser le plus. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on fait pour gérer notre stress? Qu'est-ce qu'on peut faire de concret pour nous aider? Alors, le stress, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, peut-être qu'on a une idée un petit peu vague de c'est quoi le stress. Vous êtes probablement capable d'identifier dans votre tête des situations stressantes que vous avez déjà vécues dans votre vie, hein, ne serait-ce qu'à l'école, hein, quand je me prépare pour un examen, une présentation orale. Hein, donc, oui, c'est quelque chose qui est susceptible de provoquer du stress chez beaucoup de personnes. Hein, ça nous énerve, on a mal au ventre. Donc oui, ça, c'est des exemples de situations qui peuvent nous stresser. Alors, mais pourquoi ça nous stresse, par exemple, d'aller faire un examen ou de faire une présentation orale? Alors, là, on va décortiquer un peu c'est quoi, qu'est-ce qui rend une situation stressante pour une personne. Puis là, encore là, ici, ces ingrédients-là du stress dont je vais parler sont partagés par toutes les situations stressantes, dans le fond, mais ce qui va stresser une personne ne stressera pas nécessairement une autre. Alors, la façon dont
les situations ou les événements qui vont stresser les gens, ça peut varier beaucoup. Mais ce qu'il y a de commun à tout le monde, c'est que, dans le fond, quand on trouve une situation stressante, que ce soit une situation, je vais en parler tantôt, une situation qui est physique, là. Y a-t-il un animal qui est en train de me courir après pour me manger? Ou je me prépare pour aller faire une présentation orale. Alors ça, c'est deux types de situations potentiellement stressantes. Notre corps, il ne fera pas trop la différence. Donc, il va sécréter des hormones de stress, on va le voir tantôt. Mais donc, ce qu'il y a de commun à ces situations-là, même si c'est des situations, donc dans un cas, ça menace mon intégrité physique, là, donc je risque de me faire manger, ou ça menace mon intégrité psychologique. Donc, c'est menaçant d'aller parler devant un groupe de personnes, c'est menaçant de se faire poser des questions parce que tout à coup, je ne connais pas la réponse, par exemple. Alors, si j'interprète la situation comme étant menaçante, alors oui, je peux être susceptible de vivre du stress. Alors, qu'est-ce que se faire courir par un animal et faire une présentation orale ont en commun, qui ont le potentiel de me stresser? C'est le fait que ces situations-là vont partager les ingrédients du stress qu'on peut simplifier par l'expression ciné. Le C pour contrôle. Alors, quand une situation dans laquelle on se retrouve et on sent, bon, si on se retrouve dans une situation où est-ce qu'on a peu le contrôle, ça peut nous causer du stress. Alors, je me retrouve dans une situation où est-ce que il n'y a pas grand-chose que je peux faire pour changer la situation. Donc, je ne peux pas contrôler, dans le fond, comme c'est le cas avec la pandémie. Hein? Donc, on n'a pas le contrôle sur l'évolution mondiale du virus. Donc, si on pouvait, on voudrait bien l'arrêter, mais on n'a pas le contrôle sur ça. Donc, c'est pour ça qu'un des éléments qui est intéressant ici dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, c'est que pourquoi ça peut stresser les gens, c'est qu'on n'a pas le contrôle sur qu'est-ce qui se passe. Hein? Donc, on écoute les nouvelles, on voit le nombre de cas, le nombre de décès, on entend parler des conséquences potentiellement mortelles de ce virus-là. Alors, on voudrait bien arranger les choses puis le faire disparaître, mais on ne peut pas. Donc, il y a des choses qu'on peut faire à l'intérieur de notre propre contrôle à nous, oui, certainement, mais on ne peut pas enrayer la situation nous-mêmes. Alors, le fait qu'on n'a pas le contrôle, ça, donc, même chose quand on se fait courir par un animal ou quand on va faire une présentation, hein, on ne sait pas exactement, on n'a pas pleinement le contrôle de certains éléments de la situation. Donc, ça, c'est quelque chose qui est commun dans les situations stressantes. Un autre ingrédient qui rend aussi les situations potentiellement stressantes, c'est que des fois, c'est imprévisible. Hein? On ne sait pas, on n'avait pas prévu ça. Hein? Donc, la pandémie, encore une fois, on était loin de s'attendre à ce que, quand on faisait nos parties durant le temps des fêtes, que l'année 2020 allait nous réserver justement une pandémie avec un confinement, et ce, à l'échelle mondiale. Alors, quelque chose qu'on ne peut pas prévoir, on ne sait pas ce qui va se passer. Alors ça, c'est potentiellement stressant. Alors, je peux pas, par exemple, quand je fais une présentation, je peux pas prévoir les questions que je vais me faire poser. Alors ça, oui, donc ça peut générer du stress. Le fait que ce soit nouveau aussi, le fait, donc des fois, bon, là, on parle de pandémie, mais des fois, ça peut être des événements plus positifs. Hein? Donc, même, par exemple, de se marier ou d'avoir un enfant, donc des situations qu'on désire, qu'on a planifiées, mais ça reste des situations qui sont nouvelles. On n'a jamais vécu ça avant, donc que ce soit positif ou négatif. Hein, donc, ça aussi, c'est susceptible de nous stresser. Donc, quand c'est nouveau, comme dans le cas ici de la pandémie, alors oui, donc c'est potentiellement stressant. Puis quand notre ego est menacé aussi, donc ça, c'est un autre ingrédient qui est commun aux situations stressantes. Donc, si c'est ça.
si je suis affectée physiquement ou psychologiquement par la situation, ça aussi, ça a le potentiel de nous stresser. Donc ça, c'est un peu ce qu'on va retrouver si vous faites des études, par exemple, universitaires, vous approfondissez un petit peu plus la littérature scientifique sur le stress, alors vous allez entendre parler de ça. Donc, c'est des choses dont on parle dans les cours de psychologie, notamment dans le premier cours en première année, Introduction à la psychologie, il y a un chapitre au complet sur le stress. Alors, c'est pas moi qui ai inventé ça, là, donc c'est vraiment les chercheurs qui se penchent sur le stress dans leurs recherches. Et là, je vais vous poser une question, puis je serais bien curieuse d'avoir vos réponses dans la petite fenêtre de conversation. Si je vous dis, par exemple, que les enfants, les adolescents, puis les personnes âgées de plus de 65 ans sont moins stressés que les adultes en général, pensez-vous que c'est vrai ou que c'est faux? Alors, je vais juste sortir ici. Donc là, je vois qu'il y a beaucoup de faux. Alors, je vais retourner à mon écran. Voilà. En fait, vous avez tout à fait raison, c'est faux. Puis, comme pour bien des phénomènes en psychologie, hein, il y a souvent des préjugés ou des idées qui courent. Puis donc ça fait partie d'une des premières choses qu'on fait dans le cours d'introduction à la psychologie à l'université, c'est qu'on essaie de démystifier ce qui provient de la science, ce qui provient de la psychologie populaire. Donc ici, oui, donc peut-être que certaines personnes peuvent penser que parce qu'on est un enfant ou une personne âgée ou même un adolescent, qu'on n'est pas stressé. C'est faux. En fait, les caractéristiques du stress qu'on vient de voir peuvent être vécues par tout le monde. Puis dans le fond, peut-être que dans certains cas, les enfants, les adolescents, puis même les personnes âgées peuvent même être encore plus à risque de souffrir de stress parce que dans certains cas, ces personnes-là peuvent ne pas avoir, par exemple, autant de contrôle que des adultes pourraient en avoir. Hein? Donc, quand on est un enfant, si on va à la garderie, si on va à l'école, qui qu'on voit à la fin de semaine, hein, c'est beaucoup déterminé par nos parents, par exemple. Alors, c'est pas eux qui choisissent quand et comment ils vont faire les choses. Alors, jusqu'à un certain point, ils ont un petit peu moins le contrôle, ce qui peut augmenter leur détresse dans leur situation stressante. Si on passe, par exemple, aussi aux personnes âgées, qui sont confinés dans certains foyers, qui n'ont pas le contrôle de leurs horaires au quotidien, à quelle heure ils vont manger, qu'est-ce qu'ils vont manger, les activités qu'ils vont faire durant la journée. Alors, ça aussi, hein, donc il y a un peu une perte de contrôle hein, qui peut rendre une pandémie encore plus stressante pour ces gens-là parce que non seulement c'est nouveau, c'est imprévisible, un peu comme pour tout le monde, mais pour ces personnes-là, ça peut même être pire parce que justement, il y a des choses de leur quotidien qui sont en mesure de ne pas aussi bien contrôler que d'autres adultes. Alors, ici, si on regarde les travaux scientifiques dans le domaine du stress, on va parler du syndrome général d'adaptation d'un monsieur qui a proposé ça ici. Ça a été validé par des recherches aussi par la suite. Comme je vous le disais au début, le stress, c'est quelque chose de tout à fait normal dans nos vies et le stress va se manifester, puis on va voir des manifestations concrètes du stress physique tantôt, mais le stress va être vécu au quotidien, à partir du moment où est-ce que on est en train de fonctionner, on est en train de régler des problèmes, il y a des choses nouvelles qui arrivent, des choses imprévisibles, on a plus ou moins le contrôle. Donc, à partir du moment où est-ce qu'on perçoit qu'il y a une situation qui doit être gérée, qui est potentiellement menaçante
différents degrés. Alors, on va entrer dans ce qu'on appelle le stade 1, la réaction d'alarme. Alors, quand il se passe quelque chose dans notre environnement, notre corps va s'activer. On va voir comment tantôt. Puis, ça, c'est normal. Donc, et c'est même souhaitable qu'on réagisse de cette façon-là parce que ça nous donne l'énergie pour faire des choses, être proactif, régler des problèmes. Puis même, il y a des études scientifiques qui ont montré que quand on se présente même à un examen, il vaut mieux être un petit peu stressé. Les gens un petit peu stressés ou moyennement stressés vont même performer à des épreuves cognitives de façon, d'une meilleure façon que les gens, par exemple, qui ne sont pas stressés du tout ou qui sont trop stressés. Alors, le fait d'être stressé un peu pour fonctionner, c'est normal. Puis les situations du quotidien nous amènent constamment dans cette réaction-là d'alarme. Je dois me lever le matin, go, 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 je m'en vais à l'école. Après ça, j'ai un examen, j'ai une partie de football après. Donc, il faut que je me dépêche à manger. Alors, toutes ces petites situations-là, il y a beaucoup de choses qui sont susceptibles de nous stresser comme des grands événements comme la pandémie, oui, mais le fonctionnement au quotidien va nous stresser aussi. Puis on va voir tantôt que c'est susceptible de s'accumuler aussi. Donc, plus on est impliqué dans différents événements, oui, le stress peut s'accumuler, puis on peut devenir assez stressé rapidement. Donc, justement, si les événements qu'on perçoit comme étant stressants s'accumulent et durent dans le temps, on va entrer dans une deuxième phase qu'on appelle la phase de résistance. Alors, dans cette phase-là, on est dans une situation où est-ce que qui dure dans le temps et on perçoit que on est impliqué dans différentes situations stressantes, puis on est toujours en train un peu de combattre. On est toujours activé pour essayer de résoudre des problèmes. Puis j'ai mis ce petit dessin-là ici qui illustre bien, dans le fond, ces trois phases-là du modèle où est-ce que, justement, quand on se met en phase d'alarme, quand on est en phase d'alarme, c'est parce que, bon, il y a une situation qui se présente, je dois gérer ça. Mais à un moment donné, s'il y a trop de situations que je suis en train de gérer, j'ai l'impression que je perds un peu le contrôle, j'ai de la difficulté, je suis toujours en train d'éteindre des feux. Donc, cette phase-là de résistance va se présenter. Je vais encore avoir une certaine énergie pour gérer jusqu'à un certain point les situations. Je vais avoir une certaine force, puis je vais être activée. Mais si encore là, ça dure longtemps, donc c'est pas juste quelques jours, quelques semaines, mais je suis dans une phase de résistance pendant des mois et des mois et des mois. Alors là, à un moment donné, on peut tomber au combat et aller dans l'épuisement. Alors, autant que la phase d'alarme et la phase de résistance sont des phases normales dans lesquelles on va se retrouver de façon plus ou moins fréquente dans nos vies. On veut éviter la phase de l'épuisement parce que rendu à ce moment-là, on est au bout du rouleau. On est fatigué, on n'est plus capable, on n'a plus l'énergie, on a épuisé toutes nos réserves d'énergie pour faire face aux situations stressantes et là, on tombe un peu à plat. On va aussi utiliser le terme burn-out pour parler de cette phase-là. C'est où est-ce que, justement, on n'est plus capable. Puis, si on parle de la pandémie, on va voir là, comment les semaines vont se présenter. Pour certaines personnes, on va peut-être s'en tenir à la phase d'alarme et de résistance, mais dépendamment de la condition dans laquelle on va être, certaines personnes peuvent certainement se retrouver en état d'épuisement parce que la pandémie, le confinement a tellement changé de choses dans leur vie en même temps. Ça a été tellement stressant que, certaines personnes vont avoir beaucoup plus de difficultés que d'autres, puis se retrouver dans cette phase-là. Puis en fait, ici, j'ai ajouté cette diapositive-là pour juste introduire l'idée que, dans le fond, oui, les événements potentiellement stresseurs peuvent être de nature physique, parce que biologiquement, on est préparé à s'activer puis à détecter des dangers dans notre environnement. Si on pense à nos ancêtres qui devaient justement fuir des prédateurs, trouver de la nourriture pour survivre, oui, c'était probablement très stressant parce que
que leur intégrité physique était menacée, puis les stresseurs étaient physiques. Par contre, aujourd'hui, bon, les chances qu'on se fasse courir après par un mammouth sont plutôt faibles, mais par contre, on est exposé à d'autres formes d'éléments qui sont stressants, comme une pandémie, par exemple, qui peut menacer notre intégrité physique, évidemment, mais donc, on est aussi beaucoup exposé aux stresseurs psychologiques, donc des événements qu'on interprète comme étant négatifs ou dangereux sans que ça menace nécessairement notre intégrité physique, mais il faut savoir que peu importe que le stresseur soit physique ou psychologique, notre corps, lui, ne fait pas la différence. Donc, autant que quand je suis stressée, je sécrète de l'adrénaline, faut que je combatte un prédateur, bien, si je suis pris dans la circulation, puis je suis fâchée, puis c'est un obstacle, je vais arriver en retard à mon entrevue, le corps va réagir de la même façon. Alors, oui, les stresseurs psychologiques peuvent être importants dans nos vies, puis peuvent causer des dommages aussi à notre santé. Je vais y revenir tantôt. Ici, une échelle de mesure des événements stressants. Tantôt, je vous disais que les événements stressants peuvent s'accumuler dans la vie d'une personne. Alors, il y a dans la recherche des données qui vont rapporter que certains changements de vie vont nous affecter jusqu'à un certain point et certains plus que d'autres. Puis on est arrivé à des espèces de scores pour certains événements. Puis donc, on peut mesurer jusqu'à un certain point l'ampleur de notre stress en cochant dans des échelles le nombre d'événements dans lesquels on se retrouve à l'intérieur, par exemple, d'une période de 6 mois ou d'une année. Et donc, quand je disais que le stress s'accumule, ben, c'est un peu ça ici qui est représenté. Donc, ici, vous voyez à l'écran différents événements qui peuvent nous causer du stress. Puis, vous allez voir qu'il y a des événements très positifs. Là. Même en bas de la liste, il y a des vacances, les fêtes de Noël. Même si c'est le fun, ça peut être stressant quand même. Alors, et vous voyez à droite des scores qui donne une indication de jusqu'à quel point un événement peut nous stresser. Là, c'est quand même relatif, là, mais disons, si on part en haut de l'échelle, donc la mort d'un conjoint, le divorce, une séparation maritale, un petit peu plus bas, un accident, un mariage, le décès d'un proche, là, je ne vais pas toutes les lire, là, mais donc, commencer à travailler, finir l'école, commencer une autre étape, donc difficulté avec son patron, des changements d'école, par exemple. Alors, si en regardant cette liste-là, on est en train de cocher, je ne sais pas, 4-5 événements à l'intérieur d'une période de 6 mois, alors probablement que je suis assez stressée. Donc, ça peut nous donner une indication ben c'est ça, de notre niveau de stress. Alors, plus on accumule de points sur une échelle comme ça, plus ça nous indique jusqu'à quel point on peut être stressé. Puis bon, ça, c'est pas la seule, c'est juste un petit exemple ici. Les psychologues ont développé différentes échelles, des questionnaires pour mesurer le niveau de stress chez les gens. Puis on va vous poser, par exemple, des questions de cette nature-là. Avez-vous été dérangé par un événement inattendu? Vous a-t-il semblé difficile de contrôler les choses importantes dans votre vie récemment, par exemple? Est-ce que vous vous êtes senti nerveux, stressé? Donc, etc. Donc, les psychologues vont souvent poser des questions comme ça. Vous devez répondre avec des fois des échelles de type Likert de 0 à 10, par exemple, ou en cochant certains événements. Donc, ça peut nous donner une idée du niveau de stress d'une personne. Et évidemment, bon, oui, on parle du stress en général, mais dans le contexte de la pandémie aussi, on peut, puis comme dans d'autres événements aussi, comme dans d'autres changements de vie qu'on vient de voir sur la liste,
il y a probablement aussi des émotions d'impliquer, des émotions spécifiques relativement à certains aspects de la situation. Hein. Ça se peut qu'à cause de la pandémie, hein, je ressente la peur hein, parce que j'ai peur d'attraper le virus, j'ai peur d'aller à l'épicerie parce que j'ai peur d'être contaminée. C'est une peur tout à fait légitime. Hein. Je peux me sentir triste parce qu'à cause du confinement, je vois plus mes amis, je ne peux pas voir ma famille. Juste pour vous donner un exemple, bon, moi je suis professeure ici, mais toute ma famille est au Québec, alors je n'ai pas pu aller les voir depuis le début de la pandémie. Alors oui, ça cause la tristesse. Puis j'ai peur, moi aussi, d'attraper ce virus-là. Hein. J'ai une petite fille aussi, j'ai peur qu'elle l'attrape. Alors, donc c'est des émotions comme ça qui peuvent être vécues, puis souvent, on peut en vivre plusieurs en même temps. Alors, c'est pas juste que j'ai peur, ça peut être j'ai peur, je suis en colère aussi parce que je ne peux pas faire mes activités que je fais d'habitude. Je suis habituée de faire des compétitions, mais là, mes compétitions ont été annulées. Hein? Ça peut être frustrant. Et par contre, on peut aussi ressentir des émotions positives. On peut être très content d'être à la maison, puis d'avoir plus de temps avec notre famille. Alors, ça aussi. Donc, probablement ici que dans le contexte de la pandémie, du confinement, c'est probablement des émotions mixtes. Hein? On sent différentes choses par rapport à différents aspects de ce que ça nous amène. Puis même les enfants, c'est la même chose. Je posais la question à ma fille de 9 ans. Donc je fais un petit check à chaque jour. Comment tu te sens? Comment ça va? Puis donc, je lui ai demandé souvent bon, comment tu te sens? Puis elle-même, elle disait. Là, donc, je suis contente d'être à la maison. Puis, je peux faire mes activités, mais je suis un peu triste parce que je ne vois pas mes amis, je ne peux plus aller à mes cours de danse. Alors, même comme enfant, comme adolescent, toutes les émotions humaines sont très fonctionnelles, alors qu'on ait même 3, 4, 5 ans, qu'on en ait 80, 90. Alors, ces émotions-là, c'est vécu par les gens de tous les âges, puis sont tout à fait normales. Les émotions nous indiquent comment certaines choses par rapport à notre rapport à l'environnement. Alors, le fait de ressentir des émotions, c'est pas quelque chose de mal en soi. Donc, c'est tout à fait normal. Je voulais juste vérifier l'heure, Rock. Je ne voudrais pas dépasser. Oui, on est correct. On est correct, OK. Et là, je vais solliciter encore une fois vos réponses. Donc, j'aimerais savoir si vous êtes capable de reconnaître votre stress. Si vous êtes stressé, est-ce que vous êtes capable de repérer des indices? Comment vous savez que vous êtes stressé dans une situation donnée? Donc, comment vous le savez que vous êtes stressé? C'est quoi les indices qui pourraient vous indiquer? Alors, je vous invite à répondre dans la petite fenêtre de conversation. Oui. Mot de tête. La face de mes enfants, oui. Le cœur qui bat vite, excellent. Mauvaise humeur lorsque trop de choses sont à faire en même temps. Oui, tout à fait. Hein? Donc, on peut sentir qu'on n'a pas le contrôle, qu'on n'est pas capable de tout accomplir. On peut même se sentir coupable parce qu'on n'a pas accompli tout ce qu'on voudrait accomplir. Moi-même, j'ai une liste de choses à faire, là, puis à chaque jour, je ne suis pas capable de me rendre en bas. Là. Oui, ça me stresse moi aussi. Problème de concentration, mal au cœur, on respire plus vite, tout à fait, dérange le sommeil. J'ai entendu beaucoup ça aussi des gens autour de moi, comment ça pouvait perturber en fait nos activités de base comme manger et dormir. Certains vont dormir plus, certains vont dormir moins, certains vont se réveiller souvent. Tout à fait, le sommeil est très, très, très fragile au stress. Oui, donc mon tête. Parfait. Ben merci. J'aime beaucoup savoir vos réactions. Je vais retourner à mon écran.
En fait, tous les symptômes que vous venez de mentionner vont effectivement se manifester en situation stressante parce que notre cerveau va interpréter une situation comme étant stressante et par l'entremise justement de la sécrétion de certaines hormones, des hormones de stress comme l'adrénaline, la noradrénaline, le cortisol, on va avoir différentes actions dans notre corps. Ce que vous avez à gauche, ici, vous avez les différents changements qui sont provoqués par ce qu'on appelle la branche sympathique de notre système nerveux. Donc, on ne contrôle pas vraiment ça ici. Donc, c'est une branche de notre système nerveux qui va nous stimuler. Donc, nos pupilles vont se dilater, notre cœur va battre plus vite, on va arrêter de digérer, on va avoir la libération de glucose dans le sang pour qu'on puisse avoir l'énergie pour combattre ou fuir un danger. Donc, sécrétion d'adrénaline, noradrénaline, relâchement de la vessie. Et donc, on va observer ces changements-là lorsque, justement, on est stressé parce que ça nous prépare à fuir un danger. Si je suis en train de fuir un mammouth qui court après moi, c'est ça, j'ai besoin d'énergie. C'est pas le temps d'ovuler, de se reproduire, de digérer. C'est le temps de m'enfuir. Mes muscles ont besoin d'énergie. J'ai besoin d'être focusé. Mon attention a besoin d'être centrée sur le problème, puis pas d'autre chose. Alors, donc, quand on se retrouve dans une situation stressante, autant quand il y a un mammouth qui court après nous, ou qu'on va faire une présentation orale, ou que ma vie est bouleversée à cause d'une pandémie, alors, ces réactions-là vont se produire. Le corps, il ne fait pas la différence entre le mammouth et la pandémie. Lui, il se stresse parce qu'il a besoin de combattre ou de fuir la situation stressante. Une fois le danger passé, une fois que la situation revient à la normale, la branche de notre système nerveux qui s'appelle parasympathique va s'occuper de nous calmer, de nous retourner à la normale parce que quand on est en situation stressante, on peut être... ça prend beaucoup d'énergie. Donc, si on ne veut pas gaspiller cette énergie-là, c'est une bonne chose qu'on puisse relaxer ensuite. Mais ce qui arrive dans les situations où est-ce qu'on se trouve en phase de résistance, comme on parlait au début, c'est que les réactions du système nerveux sympathique vont se prolonger dans le temps. Alors, je vais être activée, oui, à la phase d'alarme, mais c'est un état qui va se maintenir pendant un bon bout de temps. Alors, donc ça, c'est ça qui devient néfaste à long terme, qui nous rend vulnérables à l'épuisement. Et qui peut aussi nous rendre plus vulnérables à la maladie puis au virus. Dans les études en psychologie, on s'est rendu compte, puis avec des études aussi dans le domaine de la santé, c'est que quand on est stressé sur une longue période, ça nous rend plus vulnérables, par exemple, aux maladies cardiaques. Hein? Le fait d'être toujours activé, ça augmente les risques de blocage. Les gens qui sont stressés pendant de longues années, qui ont tendance à être colériques ou d'être toujours activés, sont plus susceptibles de vivre une crise cardiaque, de mourir prématurément aussi. Donc ça, c'est dans les effets négatifs du stress à long terme, pas dans la phase d'alarme parce que c'est normal, mais quand le stress perdure dans le temps. Puis l'autre chose aussi, c'est que l'efficacité de notre système immunitaire diminue. Alors, je suis plus à risque d'attraper des virus ou d'être affectée par des bactéries. Quand je suis stressée à long terme, hein, donc même si durant l'année scolaire, si je suis stressée durant toute l'année scolaire, c'est possible que mon système immunitaire fonctionne moins bien puis je sois plus à risque. En laboratoire, on a mesuré ça en, par exemple, mesurant le stress des gens, puis en leur induisant une goutte dans le nez qui contenait le virus du rhume. Alors, ce qu'on a obtenu comme recherche, on n'a pas fait ça ici, là, c'est d'autres chercheurs qui ont fait ça, c'est que les gens plus stressés étaient plus nombreux à développer les symptômes du rhume que les gens qui l'étaient moins. Pourtant, ils ont reçu la même dose, ont été
exposé au même virus. Alors, donc oui, on devient plus fragile avec le temps lorsque le stress perdure, puis on se retrouve de façon activée physiologiquement sur une longue période. Donc, mais c'est pas écrit noir sur blanc dans notre front, vous êtes stressé à combien de pourcents? Alors, le stress va se manifester à travers différents symptômes que vous venez de mentionner. Hein? Donc, je peux avoir la difficulté à dormir. Puis donc, ça ne veut pas dire que je vais avoir tous ces symptômes-là. Je peux en présenter quelques-uns, mais donc ici, c'est des exemples de ce qu'on pourrait ressentir, des difficultés à dormir, je manque d'énergie, je sens de la tension physique dans mon corps, j'ai mal à la tête, je peux avoir mal au cœur, je peux avoir des diarrhées. Donc ça, c'est des signes physiques qui peuvent révéler que vous êtes stressé. Sur le plan psychologique aussi, il peut y avoir différents indices qui peuvent nous aider à comprendre notre stress. Donc, d'être inquiet, de se sentir insécure envers le virus, par exemple, ou à propos de sa propre vie. Hein? Donc, j'ai peur d'attraper le virus ou je t'inquiète de ce qui va se passer parce que j'ai perdu mon emploi, comment je vais arriver. Psychologiquement aussi, je peux avoir tendance à être plus négative que d'habitude. Ah, ça va mal, je m'en sortirai jamais, donc je vais ruminer comme ça des pensées négatives. Je peux me sentir découragée puis complètement impuissante vis-à-vis de la situation parce que, encore une fois, avec la notion de contrôle, c'est ça, je n'ai pas le contrôle ici ou je n'ai pas le contrôle sur la pandémie. J'ai le contrôle sur certaines choses que je peux faire, puis on va s'en aller vers les stratégies qu'on peut utiliser. Hein, je peux me sentir triste, en colère, comme on a parlé tantôt. Je peux avoir la difficulté à prendre des décisions, difficulté à se concentrer. Peut-être c'est quelque chose que vous avez vécu avec l'école à la maison. Je le vis aussi avec ma fille. Quand c'est le temps de faire les devoirs, ça ne me tente pas. C'est dur de se concentrer, surtout quand il fait beau. Puis, il peut y avoir aussi des signes comportementaux. Je peux me sentir comme plus agressif ou au contraire, je peux avoir tendance à me replier sur moi. Je reste dans ma chambre longtemps, ce que je ne faisais pas avant. Je ne parle pas. Donc, ça aussi, ça peut être des indices là, qu'il faut peut-être adresser ça. Là. Ça peut aussi affecter mes comportements en lien avec la nourriture. Donc, il y a beaucoup de gens, il y a une plus grande quantité de gens qui vont gérer leur stress en mangeant plus. Alors, sans avoir nécessairement faim, on mange parce qu'on s'ennuie, on mange parce qu'on est stressé, on mange parce qu'on est en face du garde-manger, on ne sait pas quoi faire. Donc, ça peut se traduire de cette façon-là aussi. Il y a une plus petite proportion des gens qui vont manger moins. Ça, c'est mon cas. Par exemple, quand je suis extrêmement stressée, j'ai pas faim, je mange pas, on dirait qu'il y a un blocage. Alors ça, c'est un signe de stress. Puis d'autres vont se tourner malheureusement vers la consommation de substances pour essayer d'apaiser le système nerveux parce que c'est pas très agréable de ressentir ces effets-là. Il y a différentes stratégies qu'on peut utiliser sans qu'on soit sans consommer de l'alcool, de la drogue ou des médicaments. Là, on va les voir tantôt, mais donc ça peut être des signes. Et peut-être qu'on arrive à la partie qui nous intéresse le plus. OK, on est stressé, on le sait, on a des manifestations, c'est une période difficile. Qu'est-ce que je peux faire pour diminuer ce stress-là? Qu'est-ce que je peux faire pour gérer mes émotions? Il y a différentes stratégies que les gens vont utiliser. Certaines stratégies sont plus ou moins efficaces. Bon, évidemment que une des choses, quand c'est possible, évidemment que dans le cas de la pandémie, c'est pas possible, mais quand c'est possible, ce qu'on peut faire pour gérer notre stress, c'est d'éliminer le stresseur. Hein? Donc, mon emploi me stresse, je ne veux plus faire ça, je quitte mon emploi, puis je vais ailleurs. Alors là, je gère le problème de cette façon-là, je gère ce que je perçois comme étant stressant. Avec la pandémie, ce serait le fun de pouvoir faire ça, d'enrayer la pandémie, de l'enlever de là, puis de poursuivre notre vie normale. On ne peut pas faire ça. Donc, il faut essayer de trouver des stratégies qui vont nous aider à passer au travers. Donc, il peut y avoir des stratégies centrées sur le problème lui-même. Puis ici, c'est pas...
la pandémie, on ne peut pas la régler là, par nous-mêmes, mais il y a des choses dans notre vie qu'on peut peut-être adresser. Hein? Donc, d'une part, d'être capable d'essayer d'analyser la situation, donc de s'écouter. Comment je me sens? Qu'est-ce qui me stresse en particulier? Dans la gestion de nos émotions, dans la gestion de notre stress, une des premières étapes, puis c'est la même chose si vous allez voir un psychologue, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qui vous ennuie? Qu'est-ce qui vous fait de la peine? Qu'est-ce qui vous met en colère? Puis juste d'identifier ces émotions-là, juste de les écrire sur un papier, ça peut nous aider. OK, donc je suis en colère parce que je ne peux plus aller faire mes compétitions. Je suis triste parce que je ne vois plus mes amis. Juste de les nommer, déjà, ça peut même juste faire du bien. Donc, d'identifier pourquoi, les causes, pourquoi je me sens comme ça, pourquoi je suis triste, pourquoi je suis en colère. Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? Même si je ne peux pas changer la situation, je ne peux pas voir mes amis plus en ce moment, mais j'aimerais ça me sentir mieux. Est-ce que je peux quand même faire quelque chose sans aller voir mes amis directement? On va le voir tantôt. Et appliquer des leçons apprises lors d'expériences précédentes. Alors ici, si vous pensez à des situations qui vous ont déjà stressé dans votre vie, puis vous avez appliqué des trucs qui ont bien fonctionné, bien là, wow, là, c'est l'occasion de ressortir votre boîte à outils. Donc, si on ne peut pas changer le problème en tant que tel, on peut peut-être essayer des stratégies qui sont adaptées, qui sont centrées sur nos émotions. Alors, donc, c'est sûr que d'aller chercher du support social, de parler, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement libérateur. Donc, d'avoir l'occasion de dire à quelqu'un comment on se sent, puis que quelqu'un qui est là pour nous écouter, pas nécessairement pour donner des conseils, mais pour juste dire « OK, je comprends ». Puis même, c'est une stratégie qui fonctionne vraiment bien avec les enfants. Ma petite fille, à un moment donné, était tellement fâchée, je me souviens plus pourquoi, mais elle avait 3 ans. Puis, je me suis mis à genoux devant elle, puis je lui ai dit « T'es vraiment fâchée, hein? » Puis elle a dit « Oui, t'es vraiment, vraiment fâchée, hein? » Elle dit « Oui. » Là, j'ai répété plusieurs fois donc, cette phrase-là, puis elle me regardait à un moment donné, « Oh! » Puis elle est partie à courir, elle est partie jouer. Juste qu'on s'attarde à comment elle se sent, on l'a nommé, maman comprend, ça a déjà fait un bon bout de chemin là, dans le processus de gestion des émotions. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut faire avec les gens qui sont proches de nous. Puis comme je vous disais, les émotions, c'est tout à fait normal. Donc, il ne faut pas avoir peur d'en parler, de les nommer, d'écrire. Si on ne peut pas le faire avec des gens en personne, donc des gens de notre famille, par exemple, qui vivent au même endroit que nous, alors on peut comme on fait aujourd'hui, là, se rencontrer via les moyens électroniques, donc d'identifier, de dire comment on se sent. Et dans mes cours aussi sur les émotions, une des choses qui peut nous permettre de changer nos émotions, c'est de changer nos pensées. Si on change nos pensées, on peut changer comment on se sent. Si on voit le verre à moitié plein, au lieu de voir le verre à moitié vide, alors ça peut me permettre de me sentir mieux. C'est sûr que si je focus sur qu'est-ce qui ne va pas, je ne vais pas me sentir bien. Hein? Donc, si je prends mon propre exemple personnel, moi, je suis habituée d'aller travailler à l'université. Donc là, j'étais à la maison. Pas que je ne suis pas bien à la maison, là, je suis bien, mais j'étais habituée à ça. Je n'ai pas accès à mon bureau. Je ne fais pas mes activités sportives que je fais d'habitude. Mais si je pense juste à ça, je vais me rendre malheureuse. Donc, si je change un petit peu plus ma façon de penser, je peux changer comment je me sens. Non, je ne suis pas à mon travail, je ne fais pas mes activités habituelles, sauf que je suis à la maison. Moi, je dors mieux, je suis moins stressée, je suis plus avec ma petite fille, donc j'ai plus de temps pour préparer mes repas. Donc, il y a des choses comme ça, des petits éléments. C'est pas toujours facile, mais on peut essayer de focusser sur des éléments un petit peu plus positifs dans notre quotidien. Donc ça, ici, on va travailler nos pensées pour influencer comment on se sent. Puis même là, je vous donne des stratégies ici, des trucs. En aucun temps, je dis que c'est facile. Ça peut être difficile à appliquer. Il
faut se forcer un petit peu des fois, donc ça, c'est des stratégies qui se sont avérées efficaces là, dans la littérature scientifique en psychologie. Donc, c'est des trucs. Puis si on veut des solutions, disons, rapides, donc qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour essayer de se sentir mieux? Alors ça, c'est une liste de petits trucs, mais comme je vous dis, c'est basé sur la littérature scientifique. Donc, bon, d'écouter son corps, par exemple, donc d'être à l'écoute, donc d'identifier, comme je le disais tantôt, qu'est-ce qui nous stresse, puis pourquoi. Si on a, parce que quand on est activé, on est stressé, hein, on se souvient que notre système nerveux s'active, donc on a de l'énergie, on est activé, bien pourquoi pas utiliser cette énergie-là pour accomplir quelque chose d'autre? Ça peut être, par exemple, d'aller faire une activité physique dans les conditions possibles. Donc, d'aller prendre une marche, ça peut être de faire des push-ups dans sa chambre, n'importe quoi. Donc, quelque chose qui nous permet de bouger. Donc, d'utiliser cette énergie-là. Donc, on a prouvé que l'activité physique permettait de diminuer le niveau de stress. Ça génère aussi des endorphines. Ça nous permet de nous sentir bien. Trouver quelque chose aussi pour s'amuser. Les recherches ont aussi montré que quand on rit, on trouve des choses drôles. Ça aussi, ça abaisse le niveau de stress. Ça fait même diminuer le niveau de cortisol. Alors, trouver des choses pour vous amuser. Ça peut être des films drôles, des shows d'humoristes, des choses pour vous permettre de rire. Alors, le cerveau va interpréter cette expression-là comme étant positive, puis il va avoir les effets physiologiques qui viennent avec la relaxation. Je fais du bien, alors je me sens bien. Ça, c'est une autre chose aussi qui a été bien documentée. Faire plaisir à quelqu'un, souvent, ça nous fait plaisir à nous aussi. Alors, de préparer le déjeuner à notre famille, ça peut être des petites choses comme ça, d'aider maman à faire le ménage. Donc, quand on aide quelqu'un, les recherches montrent que ça a tendance à nous faire du bien. Des choses encore plus concrètes, comme par exemple développer un horaire fixe de repas et de sommeil. Bon, je ne dis pas d'être à la minute seconde près, mais d'aller au lit à la même heure, de manger à un horaire fixe, évidemment, si on a faim, parce que quand on est à l'école ou au travail, on est un peu structuré de cette façon-là. Alors, même si on est à la maison, notre corps a besoin de manger. Alors, si on dort jusqu'à midi, puis on mange pour la première fois juste à 4 heures, alors là, ça se peut qu'on ait des fluctuations de notre niveau de sucre, puis qu'on puisse ressentir les effets de la fatigue. Donc, de manger des petits repas à plusieurs occasions durant la journée, d'aller dormir et de se lever à des heures qui sont relativement les mêmes. Donc, dormir aux mêmes heures va aider à avoir une meilleure qualité de sommeil. Développer sa créativité. Donc, si on disait, par exemple, quand on allait à l'école ou quand on travaillait, qu'on n'avait jamais le temps de faire des loisirs, j'ai jamais le temps de faire de la peinture, j'ai pas le temps de lire mon livre préféré, ben là, si on a plus de temps, au lieu de ruminer des pensées négatives, ben pourquoi pas faire des choses qu'on n'avait pas l'occasion de faire quand on était très, très occupé. Bon, encore une fois, à éviter les drogues, l'alcool, la caféine qui vont perturber notre fonctionnement, qui vont nuire au sommeil aussi. Les recherches ont aussi montré que les gens qui pratiquent de façon régulière la méditation, la relaxation, ça a des effets positifs. Ça diminue le stress, ça l'aide à se concentrer, puis il y a même des changements neuronaux qui se produisent. Alors, donc ça, c'est une nouvelle ère là, de la psychologie. On s'intéresse beaucoup à l'étude de l'effet de ces stratégies-là. Et peut-être aussi, je ne sais pas jusqu'à quel point vous allez écouter les nouvelles. C'est bien de se tenir au courant, là, mais de passer la journée à regarder les bulletins de nouvelles avec tout ce qui se dit, peut-être que ce n'est pas la chose idéale à faire pour diminuer son stress, parce que là, on fait juste alimenter, on fait juste penser à ça. Et donc, ça, en soi aussi, ça peut nous rendre encore plus stressés qu'on l'est déjà. On se garde informé, peut-être on se garde un certain moment dans la journée où est-ce qu'on va prendre connaissance des nouvelles, de ce qui se passe dans le monde, mais
après ça, OK, donc on se préoccupe de son bien-être. Alors, donc encore une fois, je ne dis pas que c'est facile à faire, donc ça demande un effort, mais c'est des stratégies que les psychologues auraient à vous proposer là, si vous en consultiez un pour ça. Alors, je vais quitter la présentation. Oui, c'est là aussi, Mélanie. On se rapproche. Actuellement, on est vraiment à 13 heures pour le moment. Quand ça vient à vraiment une discussion déstresseur, c'est toujours bon aussi continuer à réfléchir comment ça paraît, c'est quoi les signes du corps. Puis aussi partager des fois quelles sont tes réponses que tu peux faire au stresseur. Donc, c'est là. Si vous avez des amis proches, continuez à faire ça. Je pense que c'est toujours un bon avis à mentionner. J'ai mentionné aussi dans la chat, si vous aimeriez rentrer en contact avec professeur Mélanie Parron, c'est là son courriel se retrouve là, mparron@laurentienne.ca. Je vous invite aussi à compléter un genre de sondage, c'est juste un peu de rétroaction, puis ça prend juste une petite minute. Donc, c'est là, merci encore, Madame Perron. C'est toujours une bonne séance quand ça vient vraiment de la santé personnelle. Donc, j'espère que les élèves, ceux qui sont vraiment victimes à ces grands stresseurs dans leur stage de vie, c'est une belle présentation. Merci.